Dans les 2 premiers épisodes de cette saison mobilité, nous avons abordé la notion de système de mobilité durable et de réduction de nos temps de trajet. Dans les prochains épisodes, et notamment celui d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des thématiques plus précises et faire des focus sur certains enjeux clés de la mobilité durable. Permettez-moi de commencer cet épisode avec une anecdote personnelle. Quand j'habitais en campagne lyonnaise il y a quelques années, je devais me rendre tous les jours à Lyon pour travailler. Pour effectuer ce chemin, je faisais tous les matins le même rituel savamment orchestré. Quelques minutes de voiture jusqu'à la station de TER la plus proche, puis une vingtaine de minutes de trajet en TER jusqu'à la gare de Lyon, et enfin, je me rendais à la station de vélo en libre service, les Vélov, pour emprunter un vélo et effectuer les dernières 15 minutes de trajet jusqu'à mon lieu de travail. Le soir, c'était le même rituel dans l'autre sens. Un trajet assez long, un peu fastidieux, je dois l'avouer, mais tout de même bien plus agréable pour moi que de passer des heures dans ma voiture, dans les embouteillages. Cela avait aussi l'avantage de me faire pédaler une demi-heure par jour et donc de me dépenser. En préparant le sujet de cet épisode, je me suis rendu compte que cette expérience correspond à ce que nous allons traiter avec Jean-Christophe Beau, directeur associé d'Act4Now, c'est-à-dire l'intermodalité train-vélo. En tout cas, cela correspond à une forme d'intermodalité train-vélo. Nous allons voir ensemble les formes qu'elle peut prendre, les enjeux clés autour de cette problématique et pourquoi il est primordial de travailler sur les infrastructures pour permettre cette pratique. Bonne écoute! Alors bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et aussi nous présenter Act4Now avant qu'on démarre? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, Jean-Christophe, je suis associé d'un cabinet RSE et décarbonation, transition socio-écologique sur Lyon. Alors, c'est un jeune cabinet, on est 6 personnes. On accompagne essentiellement des PME, mais ça peut aller jusqu'à des grandes organisations, comme l'université de Grenoble, et des plus grandes entreprises. Et moi, à titre personnel, donc je suis le référent mobilité durable. Du coup, avec un passé dans la mobilité, j'anime aussi en professionnel la fresque de la mobilité. Voilà, je suis d'ailleurs un ancien aussi de l'automobile, donc c'est un sujet qui est déjà, j'étais référent environnement chez Peugeot. Je suis un vélo-taffeur depuis le siècle dernier, ce qui me rajeunit pas. Voilà. Et puis dernier point, c'est un clin d'œil. Je suis aussi franco-allemand. J'ai travaillé plusieurs années. Je suis né, j'ai grandi en Allemagne, travaillé en Allemagne. Voilà. Donc sur ces sujets, c'est aussi intéressant. Voilà. C'est pour ça que je me permets de le dire. Super. Alors pour commencer, je vous propose de définir les termes parce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'intermodalité train-vélo et à quoi ça correspond? Alors, l'intermodalité, on va dire, c'est le mot savant qui veut dire qu'on combine plusieurs moyens de transport pour un même déplacement. C'est, par exemple, je vais avec mon vélo à une gare, hein, quand on parle intermodalité train-vélo, je vais avec mon vélo à une gare. Alors, soit je le mets dans la gare, dans le train, ou soit je le laisse à la gare, j'arrive ensuite à une autre gare, et là, je peux soit reprendre le vélo que j'ai emmené, soit prendre un autre vélo pour terminer mon déplacement. Voilà, donc c'est toute cette combinaison qui peut se faire. Alors quand on dit aussi train-vélo, on parle aussi on intègre le tramway, on intègre aussi les moyens souterrains, ça peut être les réseaux de RER ou de métro, le bus, et voilà. Et du coup, ça concerne quel type de déplacement? Alors, le plus gros paquet, ou là où il y a le plus de potentiel pour la réduction, puisque tout ça, on le fait aussi pour la trajectoire notamment carbone de la France. Le plus gros paquet, c'est l'intermodalité du quotidien, les trajets domicile-travail, notamment. Ensuite, il y a l'intermodalité en cours de journée ou pour les déplacements professionnels. J'ai un rendez-vous dans la journée, voilà, je pars avec mon vélo ou mon tramway, train et à mon rendez-vous. Et ensuite, il y a tout ce qui est l'intermodalité estivale, enfin pour les vacances de loisirs. Voilà. Alors là, on va se concentrer surtout là où il y a le plus gros paquet, c'est l'intermodalité du quotidien, et c'est là où la France met vraiment le paquet. Donc, alors à la fois pour des longues distances ou des courtes distances en train. Alors ça peut arriver, voilà, je dois prendre un TER pour me rendre, par exemple, à une grande gare, et là je prends mon vélo pour terminer le trajet. Et je peux d'ailleurs laisser un vélo à la gare. Les personnes qui font ça, si justement on verra tout l'enjeu que ce soit sécurisé. Et puis je peux aussi tout simplement, alors nous comme on est lyonnais, il y a un certain nombre qui vont à Paris et qui ont un vélo pliant.
Après nous, pour les déplacements professionnels, on va régulièrement à Grenoble et là, c'est très bien organisé. C'est-à-dire que dans les TER, c'est vraiment très bien organisé pour qu'on puisse accéder au TER. Et là, il y a vraiment des places à vélo en nombre, on va dire quasi suffisant, puisqu'évidemment, plus il y a d'offres, plus ça attire des volontaires. Voilà. Et puis une fois que je suis à Grenoble, je continue mon trajet, puis je fais la même chose pour revenir. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair sur les types de déplacements. D'accord, oui, c'est un peu plus clair, hein. Je pense que c'est vrai que ça peut être un terme un peu barbare, intermodalité, alors qu'au final, c'est pas si compliqué. Hem, mais alors justement, vous parliez là d'un exemple où c'est bien fait à Grenoble. Je voulais savoir si vous avez des exemples où l'intermodalité train-vélo, elle est particulièrement bien réussie. À quoi ça peut ressembler finalement quand ça marche bien? Ouais. Alors déjà, faut se dire que si on, alors par exemple, en France, ce qui existe déjà, c'est si dans la gare et il y a facilement quand on arrive avec son vélo ou qu'il y ait des déplacements, des stationnements suffisants, que je puisse aller sur le quai avec mon vélo. Alors là, par exemple, c'est très bien fait à Grenoble, qui est d'ailleurs Grenoble est une des villes les plus vélo-friendly selon des selon des évaluations. Je peux très facilement monter sur le quai. Il y a des petites rampes sur le côté des escaliers. Je monte, j'accède facilement au quai. Bon, ensuite, bien sûr, il faut qu'il y ait le TER ou le train qui s'y prête, que j'ai pas trop à le monter, le soulever, je puisse l'accrocher et idem quand j'arrive. Et alors là où c'est un énorme enjeu pour la France, si on regarde un peu ailleurs, d'ailleurs, les enquêtes et les études qu'il y a eu disent quand même il y a des pays qui sont vraiment bien en avance sur la France là-dessus, puisque la France rattrape à grandes enjambées son retard en vélo. C'est bon, on peut dire déjà, on a les vélos, puisque depuis 2017, il y a eu presque 20 millions de vélos qui ont été vendus, plus de 3 millions de vélos électriques. Donc les Français, ça y est, alors moi qui, justement, avec mon passé allemand, effectivement, c'est bon, il y a des vélos en France. Les pistes cyclables, il y a eu plus de 50% là en 5-6 ans. D'ailleurs, vous voyez partout, c'est bon, on peut dire que ça y va, et, même si le plan de transition 2030 prévoit de doubler encore le nombre de pistes cyclables. Mais évidemment, ce qui manque, c'est cette intermodalité. Et du coup, on le voit à quoi? Par exemple, le pays qui est vraiment la référence en termes de mobilité vélo, c'est les Pays-Bas. C'est pas une surprise. Il y a une étude européenne qui vient de sortir qui dit qu'il y a presque 30% des déplacements aux Pays-Bas qui se font en vélo, en kilomètres distance. 30%, un tiers, c'est énorme, contre 5% en France. 6 fois plus. Voilà. Alors c'est 11% en Allemagne, donc la France est au double de la France, mais aussi loin derrière les Pays-Bas. Alors les gens disent oui, mais les Pays-Bas c'est un petit pays. Alors je rappelle pour nos amis français que les Pays-Bas c'est l'Île-de-France et les Hauts-de-France réunis. C'est la même population qu'Île-de-France, Hauts-de-France. Alors qu'on me dise pas qu'il y a un climat bien meilleur aux Pays-Bas par rapport à la région parisienne. Alors je dis ça en tant que Lyonnais, mais qu'entre Île-de-France, Hauts-de-France, c'est quand même pas très différent vu de chez nous. C'est la même population et le même type de zone. Alors, je trouve que l'Île-de-France, c'est plus dense, on peut dire. Mais donc, il y a un écart énorme entre la France et les Pays-Bas. Et pourquoi? Alors là, il y a la SNCF qui a fait une étude et qui estime qu'il y a que 6% des clients de TER qui arrivent en vélo à une gare. Et aux Pays-Bas, c'est la moitié. Voilà, et on va voir qu'en fait, pour ceux qui ont été aux Pays-Bas, il y a des parkings gigantesques, des vélostations gigantesques à côté des gares, ce qui permet vraiment de favoriser cette intermodalité, y compris aussi pour emmener son vélo dans les transports, et que ce soit pour ceux qui ont été à Berlin ou à Munich. Je sais que moi, bon, c'est ma ville d'origine, Munich, on peut entrer avec son vélo dans la plupart des équivalents RER ou métro. Bon, après, le système d'accès au quai est aussi plus simple que les tourniquets les ascenseurs à Paris. Mais du coup, c'est facile, c'est relativement facile de l'emmener. Alors, pas dans les heures de pointe, quand même, mais dans toutes les autres horaires, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Mais aussi par la conception de des métros et des RER. Voilà. Donc, la France, le gros rattrapage, il doit se faire sur les infrastructures. Le mot est dit. Voilà. D'accord. Donc ouais, un bel enjeu. Alors justement, les enjeux clés de l'intermodalité train-vélo en France, qu'est-ce que c'est? On y vient? Voilà, on y vient. Alors déjà l'enjeu vraiment, et c'est pour ça. Alors c'est inscrit aux agendas, c'est noté. Il y a eu des super lois entre la loi L'Homme, le décret de 2021. C'est bon, la France est vraiment dotée de l'arsenal, a mis des sous en face. Maintenant il faut faire. Alors pourquoi l'enjeu est énorme? Parce qu'on pourrait presque remplacer un quart des émissions
des transports individuels par du vélo. Enfin, c'est énorme. Alors, je vais pas redire tous ceux qui connaissent l'enjeu décarbonation de la France. Le premier enjeu, c'est les transports. Dans les transports, c'est le transport individuel, la voiture, et là, c'est le vélo. Voilà. Donc, alors, du coup, la France a vraiment eu sa prise de conscience. Du coup, avec cette loi de l'homme et les décrets 2021 qui donnent toute autorité aux régions, aux agences régionales aussi de la mobilité, pour justement mettre en place les actions. Et donc, comme je l'ai déjà dit, les vélos, ils sont là, les aides ont été là, les pistes cyclables sont là, maintenant il faut adapter les gares. Et donc le décret 2021 a prévu que presque 1100 gares doivent s'équiper en France massivement en vélo, en place de stationnement. Parce que c'est ça qui bloque. Et, alors, place de stationnement et puis accès aussi au quai. Donc, alors les gares, ce qu'elle dit, la loi, c'est qu'il faut passer de 40 000 places en 2021 faut presque doubler, il faut passer à 76 000. C'est-à-dire qu'en 3 ans, la France était censée, on va voir que était censé, passer de 40 000 à presque 80 000 places. Voilà. Alors l'Île-de-France, qui est quand même notre gros paquet, où il y a quand même le vélo a certes beaucoup bougé, mais c'est là où le potentiel. On va voir qu'il y a des régions qui sont bien mieux loties, alors qu'on n'a pas les mêmes enjeux d'infrastructure. Mais les places de parking sécurisées dans les gares parisiennes sont censées passer de 10 000 à 100 000 en 2030, faire x10 entre aujourd'hui et 2030. Voilà. Donc c'est ambitieux. Alors, pour dire, nous, à Lyon, voilà, je fais notre cocorico lyonnais, justement à la gare Pardieu, qui est quand même une des très grandes gares de France, ça va être la 4e ou 5e. On vient d'ouvrir un parking à vélo aussi sécurisé avec 300 places. Et là, on attend, d'ici 1 an, on aura un parking géant, une vélostation géante de 1300 places qui va ouvrir. Voilà. Alors, pour vous dire, aujourd'hui... que ce qu'il y a en gare du Nord aujourd'hui, si vous allez à Paris, dans les gares type gare Montparnasse ou même gare du Nord, il y a à peu près 200 à 300 places sécurisées pour les vélos. Pour vous dire à quel point c'est faible, voilà, c'est petit. Gare du Nord, c'est une des plus grandes gares d'Europe. Voilà, si vous prenez les gares des Pays-Bas, c'est en milliers de places que ça se compte également, en places sécurisées, puisqu'évidemment, si on a peur de se faire voler son vélo, on va pas le laisser, etc. Voilà, donc ça y est, les méga parkings sont prévus. Gare du Nord est censé avoir aussi en 2025 un parking à plus de 1000 places. Voilà. Mais, comme je dis, le décret, il est super, mais il y a un gros mais. Puisque là, on a estimé, c'est l'association Vélo et Territoire, je recommande vraiment le site, qui est très bien fait, elle a évalué où en est-on des objectifs qui ont été fixés en 2021, voilà, à fin 2023. Aïe, 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 grosse difficulté en Île-de-France. Alors, je dis d'abord, les très bons élèves, ils sont à l'ouest. C'est tout ce qui est Bretagne, etc. Ils ont atteint 90% de leur objectif en créant ces parkings vélos, ces équipements, signalisation. Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 60%, c'est pas mal. Voilà. Et l'Île-de-France est à 5%. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a un problème. J'espère que l'étude est juste, puisque c'est quand même une claque. Bon, bien sûr, il y a les JO, etc. Mais quand même. Et bon, tout est plus compliqué à Paris. Voilà. Donc, Île-de-France, à toi de jouer. Voilà. D'accord. Après, par exemple, ce qu'il y a à Lyon, le nouveau parking, il est quasiment sécurisé, il est quasiment gratuit. Il suffit d'avoir une carte des transports en commun lyonnais ou une carte régionale Oura qui coûte 5 € par an. Voilà, et comme ça permet de se signaler et d'entrer dans les dispositifs. Donc, c'est quasiment gratuit. Pareil à Bordeaux, bravo les Bordelais. Il y a et ensuite à Bordeaux, ils ont même été plus loin. Ils ont créé un ticket unique, un seul titre de transport pour tous les moyens dans l'agglo, que ce soit le bus, le tram, même le train, c'est l'agglo, et les vélos libre service, voilà, parce qu'il faut ultra faciliter le système. Donc là aussi un très bon point pour les Bordelais, pour pas prendre que des exemples dans notre belle région. Lyonnais. Voilà. Voilà. Après, il y a l'autre point, c'est la question de emporter son vélo. Est-ce qu'on peut emporter son vélo? Voilà. Et ben là aussi, la loi, le décret a fixé en disant que tous les nouveaux trains ou rénovés depuis 2021 doivent être équipés à minima de 8 places vélo ou 2% des places assises dans les TER. Alors pour Paris, Île-de-France, c'est 1%. Voilà, il y a une petite spécificité parisienne qui est encore un petit cran en dessous. Mais bon, et puis d'ailleurs, je dis aussi, les autocars neufs doivent avoir un système pour transporter 5 vélos à l'arrière.
Donc vraiment, la loi 2021 a vraiment fixé des règles très bien. D'ailleurs, nous, on voit pour le TER Lyon-Grenoble, il y a bien ces 8 places, sachant que quand vous êtes dans les dernières montées avant d'arriver à Grenoble ou à Lyon, là, il y a plus de 12 à 15 vélos, ça s'entasse un peu, mais ça prouve que ça marche. D'accord, oui, effectivement, c'est intéressant. Alors donc on voit qu'il y a de gros enjeux et alors justement, c'est quoi les facteurs sur lesquels il faut travailler et les potentiels freins à ce développement, de l'intermodalité train-vélo? Voilà. Bah, là, je vais dire de nature, hein. Alors, c'est ce que j'ai déjà dit, vous avez compris, c'est les infrastructures. Bah, tant qu'on n'a pas ces parkings géants, ces stationnements sécurisés et abordables, puisque si les gens doivent faire ça tous les jours, si vous payez 3 € par jour, je sais qu'à Paris, on a et en gare du Nord, les places sécurisées, c'est 75 € par an. Voilà, donc déjà des infrastructures avec l'accès à des parkings sécurisés, heu et qui donnent envie d'y aller. On n'a pas peur, on se sent en sécurité, en plus à titre personnel et cetera et c'est là où les vélostations parisiennes, on dit c'est pas malheureusement le premier essai, c'est ce qui ont été créés sont pas top de ce côté-là. Bon, mais j'avoue qu'à Paris, tout c'est un peu plus compliqué vu la densité. Ensuite, il faut qu'il y ait ces parkings, il faut que les gens le sachent, que les entreprises le sachent, que les salariés le sachent, toutes les organisations pour le favoriser. Ensuite, bien sûr, une fois que on a les parkings, il faut que ce soit une bonne signalisation, qu'on arrive facilement à aller à la gare. Et ça a été relevé par les associations. Il ne faut pas qu'on cherche des heures en se disant mais il est où le parking? Surtout que c'est dangereux quand on est en vélo et qu'il y a d'autres et qu'on n'est pas sûr des voies propres, on hésite et tout, heu, ça peut être dangereux. Voilà, bien sûr, on avait dit donc la signalisation, et puis quand on veut aller dans le train, comment j'accède aux voies, et cetera. Et là encore, je renvoie, en tout cas ce qu'on connaît, là, les Grenoblois sont un petit cran devant les Lyonnais en ce qui concerne la gare, en tout cas la gare Pardieu. Voilà, et tant que tout ça est pas fluide, facile, heu bah, c'est sûr que la mayonnaise peut pas prendre et puis ensuite il y a les changements de comportement puisqu'évidemment si on veut faire x6, comme les Pays-Bas et encore une fois je dis que les Pays-Bas c'est jamais que les, Île-de-France plus Hauts-de-France, c'est pas complètement exotique par rapport à ce qu'on connaît. Si on veut faire x6, il faut qu'il y ait des changements de comportement, alors déjà il faut qu'en termes de coût, il faut pas que ce soit un coût additionnel, il faut que ce soit intégré dans toutes les aides ou dans toutes les cartes, un peu comme ça a été tenté à Lyon, voilà, fait à Lyon avec une carte annuelle à 5 €, voilà, pour que aussi tout ce qui est l'identification des personnes. Et ensuite, il faut qu'il y ait des effets de communication massifs, que ce soit bien vécu, pour que il faut que toutes les associations d'ambassadeurs aussi s'activent et voilà. Oui. J'ajouterais aussi que dans le premier épisode du podcast, on a parlé du coût environnemental des projets de mobilité et notamment de l'importance d'intégrer tous les parties prenantes pour que ce soit mieux accepté justement quand on a des travaux d'infrastructure à faire, que les gens comprennent ce qui est en train d'être fait et du coup il y aura plus d'acceptabilité du projet et plus aussi de prise en main une fois que ça sera mis en place. Alors voilà, ça me fait penser à ça, on en avait parlé dans l'épisode 1 qui est passé un petit peu avant. Oui, oui, très bien. Alors dans les changements de comportement, je voulais encore dire, quelque chose. Il y a bien sûr, aussi, et c'est prévu dans le plan de transition, l'apprentissage du vélo. C'est-à-dire que, pour les plus jeunes et là, effectivement, il y a un pourcentage de gens qui ne savent pas faire du vélo, qui est supérieur en France ou ailleurs, puisque c'était pas un pays à vélo et du coup, tout ce qui concerne les jeunes et là, c'est dans le plan de transition, former, presque 1 million de jeunes, et cetera et qu'eux aussi, du coup, en tout cas, il faut enclencher le mouvement pour qu'il y ait un mimétisme social, qui se mette en place. Ouais. Et là, on peut aussi reboucler avec l'épisode juste avant. Il était sur le vélo et non, juste après, pardon, celui qui va passer juste après, que vous allez voir sur le vélo et le genre, sur le fait que si on veut que tout le monde prenne le vélo, c'est important de faire attention à tous les publics et que chacun se sente concerné. Mais ça, c'est dans l'épisode suivant, on n'y est pas encore. Voilà. Donc une dernière question pour finaliser cette partie. Alors ça va peut-être reboucler avec ce qu'on a déjà dit avant, mais quelles sont les pistes d'action existantes pour réussir à optimiser cette intermodalité train-vélo?
Ouais. Bah, je dirais, il faut préparer la sortie de ces parkings géants sécurisés qui arriveront dans toutes les gares ou qui sont déjà en place dans des régions comme ce qu'on a dit, comme la Bretagne. Communiquer massivement envers les ambassadeurs, envers toutes les entreprises et organisations. Ensuite, il y a du coup, j'en ai peu parlé, mais tout le rôle du vélo loisir et des vacances à vélo qui sont autant d'endroits, autant de moments où on se forme, bien sûr aussi, où les gens se rencontrent, prennent plaisir à faire du vélo. Moi, à titre personnel, je suis vélo-taffeur depuis, encore une fois, depuis des années, des années. C'est aussi parce que j'aime faire du vélo. C'est vraiment un bon moment que je passe. Et d'ailleurs, les gens qui passent au vélo, souvent parmi les premières déclarations, c'est oh là là, mais c'est agréable, ça me déstresse, je fais mon petit exercice et tout. Et du coup, tout le vélo loisir est essentiel aussi c'est autant de moments de découverte et de sensibilisation d'un public élargi. Voilà. Donc, piste d'action, c'est ça, c'est les infrastructures. C'est déjà d'adopter les comportements dans tout ce qui est possible pour qu'on soit prêt quand quand les infrastructures sortent. Ensuite, je dis, il y a aussi une offre qui s'est vraiment élargie, les vélos pliants, parce que vous avez des vélos pliants, bon, sans nommer des grands distributeurs, mais de qualité à partir de 120-130 euros en musculaire, et puis à partir de 600-700 euros en électrique. C'est vraiment une bonne solution, et ça, c'est complètement accepté aujourd'hui. Voilà, on peut les prendre avec soi dans les trains, les TGV, etc. Donc ça, c'est un très bon point. On ne paye pas de choses additionnelles, de billets spécifiques. Voilà. Donc ça aussi, il faut profiter au maximum de tout ce qui est déjà possible aujourd'hui. Super. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cet éclairage sur l'intermodalité train-vélo. C'est beaucoup plus clair. Et bonne continuation. Voilà, merci Suzy. Voilà, merci les auditeurs. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à Jean-Christophe Beau pour cet échange. Pour compléter cette discussion, je vous invite fortement à aller consulter l'étude Embarque que l'association Vélo et Territoire a réalisée sur le sujet, ainsi que le webinaire de Julien Delabaca, créateur du cabinet Le Facilitateur de Mobilité, qui a exploré sur le terrain la mise en œuvre de cette dynamique vélo plus train dans les pays les plus avancés à ce sujet. Vous trouverez également au sommet virtuel de la mobilité durable une webconférence concernant les infrastructures en gare, l'aménagement des parkings vélos de grande capacité, à voir en live ou à consulter en replay. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description de ce podcast. Nous nous retrouvons en deuxième partie de cet épisode pour échanger avec Jean-Charles Collas autour des enjeux d'intermodalité train-vélo que rencontrent la métropole de Lyon et le Citral Mobilité. À bientôt!